Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, qui sera le nouveau vice-secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications en Mauritanie? Une ingénieure a déjà posé sa candidature. Il s'agit de Fatimetou Mintz Mohamed Salek. Les relations diplomatiques entre la Somalie et sa région semi-autonomiste, le Puntland, se réchauffent. Un accord a été signé ce mardi. Ce texte pourrait amener la révision de la Constitution en 2016. Et puis la langue maternelle comme vecteur d'excellence, c'est déjà le credo de pays comme le Burkina Faso ou le Rwanda. Mais pour certains observateurs, ces langues ne seraient pas suffisamment prises en compte par le système éducatif. La Mauritanie cherche un nouveau vice-secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Fatimetou Mintz Mohamed Salek pourrait occuper cette fonction. Actuellement en campagne, elle peut déjà compter sur le soutien de plusieurs pays. Notre correspondant Mohamed Abdellahi Abbé nous dresse son portrait. Une Mauritanienne candidate au poste de vice-secrétaire général de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Grâce à son parcours riche et distingué, la docteure Fatimetou Mohamed Salek se présente à ce poste. Détentrice d'un diplôme d'ingénieur en informatique et du doctorat en mathématiques appliquées, elle a supervisé en 2000 la campagne nationale introduisant l'Internet en Mauritanie. Premier responsable à diriger le poste du secrétaire d'État chargé des nouvelles technologies dans son pays. À 47 ans, cette mère de 4 enfants continue aujourd'hui de travailler auprès des grandes multinationales et structures spécialisées en télécommunications en qualité de consultante. Mes atouts, c'est l'expérience multidimensionnelle, c'est l'ouverture aussi, l'ouverture multiculturelle. C'est un engagement, je le reconnais également, accompagné d'une passion pour ce secteur. Voilà, c'est modestement ce bagage que je voudrais mettre à la disposition de l'Union internationale des télécommunications. Madame Internet, qu'on préfère l'appeler souvent ses amis, semble décider, si elle est élue, à révolutionner le travail au sein de l'UIT, qui est l'institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication. 193 pays y sont membres. Pour l'Afrique et pour les pays du Sud en général, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour l'inclusion de tous dans la société de l'information. Je militerai également pour réduire les écarts en matière d'utilisation des services, des écarts en matière d'accessibilité économique. Et puis, j'œuvrerai notamment pour le haut débit mobile, au niveau du téléphone mobile, pour qu'il soit à la portée de tous nos concitoyens en Afrique. Beaucoup de Mauritaniens espèrent que la candidature de Mintz Salek obtienne l'adhésion des différents pays du monde. Son élection à ce poste prestigieux serait un succès non seulement pour la Mauritanie, mais aussi pour les femmes africaines. Le nouveau vice-secrétaire sera désigné en Corée du Sud à l'occasion de la conférence des plénipotentiaires prévue du 20 octobre jusqu'au 7 novembre 2014. Dès le 1er janvier 2015, l'Angola siégera aux côtés des 15 pays membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour une période de 2 ans. Dans son rôle de maintien de la paix, cet organe peut être amené à ordonner un cessez-le-feu, à dispenser des sanctions diplomatiques ou à envoyer des missions. 5 nouveaux membres ont été élus ce jeudi et parmi eux la Nouvelle-Zélande, le Venezuela, la Malaisie et l'Espagne. L'Angola, qui remplace donc le Rwanda et qui, après la saison 2003-2004, entame un second mandat au sein des Nations Unies. C'est une étape clé qui vient d'être franchie entre la Somalie et sa région semi-autonomiste, le Puntland. Un accord a été signé ce mardi à Garowe, capitale du territoire séparatiste, pour que les deux parties travaillent à la consolidation de la paix. Un accord signé 5 mois après le soutien financier offert par la communauté internationale. Marina Vanier. Signature d'un accord historique entre la Somalie et le Puntland. Après des années de guerre froide, les deux États ont décidé de mettre fin à plusieurs désaccords. Le Puntland a pris son autonomie de la Somalie en 1998. Mais à la différence du Somaliland voisin, il ne revendique pas l'indépendance vis-à-vis du pays. Les autorités du Puntland se plaignaient d'équité quant à la répartition des ressources du pouvoir entre les régions somaliennes. Une question épineuse dans la constitution fédérale provisoire.
territoire. Je suis très heureux aujourd'hui de cet accord entre le Puntland et le gouvernement fédéral de la Somalie, qui mettra fin aux différends qui nous opposaient et servir de base à d'autres régions en Somalie pour, à leur tour, résoudre leurs différends. Selon les fonctionnaires somaliens, la signature de l'accord ouvrirait la voie à des étapes cruciales dans les prochains mois, notamment la révision de la constitution actuelle et la tenue d'élections en 2016. En tant que président de Puntland, j'ai discuté avec le Premier ministre somalien Abdiwali Sheikh Ahmed au sujet des différends qui nous opposent et comment aller de l'avant pour nos intérêts respectifs. Comme l'a dit le Premier ministre, tout a été conclu lors de cette conférence et nous avons convenu de travailler ensemble pour le développement de la Somalie. Les Somalis se battent contre les insurgés d'Al-Qaïda depuis plusieurs années. Puntland est une région relativement constante, mais les extrémistes Al-Shabaab ont commencé à s'infiltrer suite à leur évacuation de la capitale Mogadiscio en 2011. Un accord renforcerait donc une possible paix et la lutte contre le terrorisme. En Côte d'Ivoire, plus que quelques semaines avant que le décret du 22 mai entre en vigueur, une réforme longtemps combattue par le secteur de la plasturgie et pour cause, il prévoit l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation ou de la détention de sacs plastiques. Les supermarchés et leurs clients vont donc devoir adopter de nouvelles habitudes. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. La grande distribution se prépare à l'interdiction des sachets plastiques décidée par le gouvernement ivoirien. À compter du 8 novembre, il est interdit de produire, commercialiser, distribuer et utiliser les sachets plastiques non biodégradables en Côte d'Ivoire afin de protéger l'environnement. Une décision que regrette la filière plastique qui pèse 200 milliards de francs de chiffre d'affaires. De leur côté, les supermarchés, grands utilisateurs de sachets plastiques, ont pris des dispositions pour se conformer à la réglementation. Des caisses spéciales, appelées caisses vertes, ont été mises en place pour faire la promotion des cabas réutilisables. Nous avons déjà commencé, sans attendre l'application de la loi, à utiliser des sachets biodégradables déjà au niveau de nos caisses, au niveau de nos services de vente d'articles divers comme les produits qui peuvent être vendus en charcuterie, en boucherie, aux fruits et légumes, à la pâtisserie où nous donnons des sachets déjà biodégradables et au niveau de nos caisses. Le succès des caisses vertes nécessite un changement de comportement des consommateurs. Ces derniers accueillent favorablement la mesure d'interdiction des sachets plastiques. Les sachets plastiques ne se périment pas, ne se détruisent pas. Il faut plus de 200 ans, c'est ce qu'on m'a dit. Donc vraiment, en tout cas, j'encourage l'initiative des sachets biodégradables. Parce que ça fait propre et puis on n'aura pas pour trop de sachets stockés. Au moins, on peut utiliser 2-3 fois. On peut utiliser pour toujours. La Côte d'Ivoire produit chaque année environ 200 000 tonnes de sachets plastiques. Le secteur emploie 10 000 personnes. Pour préserver ces emplois, le gouvernement invite les industriels à se tourner vers les sachets plastiques biodégradables dont l'impact environnemental est plus réduit. Une convention a été signée le 4 avril 2014 entre le gouvernement et les industriels pour mettre en place une filière de rachat et de recyclage des déchets plastiques. Réintroduire les langues maternelles dans les systèmes éducatifs, une politique appliquée par plusieurs pays africains comme le Burkina Faso ou le Rwanda. Pour certains professionnels, elle apporterait un bénéfice culturel aux étudiants, mais problème, les ressources nécessaires à l'apprentissage viennent parfois à manquer. Reportage de notre correspondant Guévanido. Face aux nombreux défis du XXIe siècle, le continent africain jure par une éducation de qualité pour se positionner dans le concert des nations. Une décision qui justifie l'insertion de l'apprentissage de la langue maternelle au sein de la plupart des programmes scolaires sur le continent. Ceci après avoir longtemps adopté la langue du colonisateur comme langue officielle. Au Burkina Faso, le faible taux de scolarisation au lendemain de l'indépendance a obligé l'État à organiser des États généraux de l'éducation en 1996. Une rencontre qui a abouti à l'introduction généralisée des langues nationales dans les programmes scolaires en 2002 et qui a nettement amélioré le taux de scolarisation passé de 6% en 1960 à 65% en 2012. Cela lui donne en tout cas beaucoup de possibilités d'aller bien dans ses études. Je crois que c'est ce qui a convaincu le gouvernement. Et vous savez aussi que la langue est un facteur de culture. Et si nous voulons développer notre culture, nous ne pouvons pas laisser tomber notre langue de côté.
Et la langue aussi permet d'unir toute la communauté autour de l'école. Même constat au pays des 1000 collines où le Kinyarwanda a connu son entrée au sein du système éducatif en 2009, notamment à la maternelle et dans certaines classes du primaire. L'idée étant de mettre le Kinyarwanda au même niveau que l'anglais et le français, cette politique commence par se tailler une place favorable au sein des programmes scolaires. Toutefois, force est de constater que cette politique adoptée par la plupart des États africains se heurte à des réalités multiformes, comme la réticence de certains parents ou encore les discordes entretenus dans le choix des langues locales à enseigner. C'est la mentalité de certains parents qui ne donnent pas de la valeur à la langue maternelle et qui pensent que vraiment, il faut, quand on étudie, quand on apprend la langue maternelle, c'est l'aliénation. Pourtant, ce n'est pas ça. Donc, ce n'est pas ça parce que tous les parents parlent la langue maternelle d'abord. L'enseignement de la langue maternelle se voit aussi confronté à d'autres réalités, comme le manque de suivi pour sa pérennisation et le manque de matériel didactique. Au Burkina Faso, ce sont au total 8 langues nationales qui sont utilisées dans l'enseignement bilingue. Ces langues sont enseignées à 90% en première année, pour n'être qu'à 10% en 5e année. Plus alarmant, elles ne sont pas prises en compte lors des examens officiels. Autant de réalités qui remettent sur le tapis la question de la refondation du système éducatif africain. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.